Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer, le podcast où on parle de changement. Je vous avais déjà parlé de ma rencontre avec le yoga. En quelques mots, le yoga m'a sauvée. Et dans cette phase de découverte, je n'étais pas seule. J'ai eu la chance de pratiquer avec Marie-Salomé Meunier et de découvrir une pratique de yoga qui allait au-delà de la pratique physique. Chaque cours, j'apprenais quelque chose sur le monde du yoga, sur mon corps et sur moi-même. J'ai fait d'ailleurs ma toute première retraite de yoga avec Marie-Salomé en Normandie et pendant ce week-end, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai fait des belles rencontres et un vrai changement à l'intérieur de moi s'est déclenché. Pour cela, entre autres, je dois remercier Marie-Salomé du fond du cœur parce que aujourd'hui, si je me lance dans une formation de professeur de yoga, c'est en grande partie grâce à elle. Marie-Salomé Meunier est professeure de Vinyasa et Yin Yoga dans les Yvelines et organise souvent des ateliers, des retraites et des demi-journées yoga hammam et je peux vous dire, oh là là, c'est un vrai délice. Vous pouvez visiter son site internet Yoga Yoma et la suivre sur Instagram, Facebook, YouTube sous le nom de Yoga Yoma by Marie-Salomé. Je laisserai toutes les infos sur le note de l'épisode. Et d'ailleurs, elle organise une retraite de yoga jeune et randonnée du 16 au 22 novembre en Vendée et une retraite du 14 au 21 mars en Inde. Aujourd'hui, 28 octobre, jour de la sortie de cet épisode, c'est aussi mon anniversaire. Je voulais donc vous faire un petit cadeau en publiant cet épisode qui me tient vraiment à cœur. Et je m'excuse pour ce petit bruit de fond que vous allez entendre parfois pendant la conversation. Je vous assure, j'ai regardé partout et je n'ai pas pu l'enlever au moment de l'édition de ce podcast, donc vraiment désolée. Et j'espère que vous saurez faire abstraction. Le contenu est tellement intéressant et Marie-Salomé est tellement une belle âme que j'ai vraiment envie de partager ce contenu avec vous. Je vous laisse donc découvrir ma conversation avec Marie-Salomé Meunier. Bonjour Marie-Salomé. Oui, bonjour Laura, merci. Je suis contente Ça va? de pouvoir répondre à tes questions aujourd'hui. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps déjà et merci de répondre à ces questions. Donc, avant de commencer à parler du vif du sujet, donc le changement et le yoga et comment le yoga peut nous aider à vivre, à mieux vivre nos périodes de changement, je voudrais que nos auditeurs sachent un petit peu plus sur toi, voilà, et notamment quels sont les changements que toi tu as vécu. Oui, alors, du coup, je commence par te dire un petit peu qui je suis, puis ça va faire sens, je pense, par rapport au changement. Oui. Donc, mon prénom, on le connaît, c'est Marie-Salomé. Je suis professeure de yoga dans la région des Yvelines et un petit peu proche de Paris. Parfois, je m'aventure dans le 92. Et ça, c'est un métier que j'exerce depuis 2015. Et donc, du coup, c'est là où vient finalement ce changement parce que ça n'a pas toujours été ma vie. Même si je suis encore jeune, j'ai eu une première expérience salariée avant de me lancer en tant que professeur de yoga. Donc, ça a été ça le plus gros changement de ma vie. D'accord. De quitter le monde du travail traditionnel, on va dire, pour aller vers quelque chose de complètement entrepreneurial et d'être mon propre chef, directeur marketing, directeur de com, créa, tout à la fois. Ouais, voilà, c'est vraiment résumé en une phrase. J'étais dans le métier de l'hôtellerie et je travaillais dans le secteur du luxe. Et puis j'ai remis le pied dans le yoga c'était 2012, pour essayer de retrouver un équilibre que j'avais perdu. Donc c'est intéressant parce que ça va aussi faire le lien avec le changement tout à l'heure. Et du coup, l'idée de base de rentrer dans une formation de professeur, ça n'avait rien à voir avec enseigner. C'était comprendre mieux comment je fonctionne, prendre du temps pour moi, prendre soin de moi. Et puis, arrivé au bout, je me suis dit, bon, en fait, c'est tellement magique qu'il faut que tout le monde le sache. Je veux faire le petit lutin qui parsème tous ceux que je peux rencontrer de cette discipline et de ce savoir. Ah, c'est beau. Mais c'est vrai que c'est un peu la voie de beaucoup de personnes qui, justement, font une formation de yoga pour approfondir leur pratique et qui finalement, voilà, finissent par, comme tu dis, s'aimer des petites graines partout et c'est vraiment génial. Oui, donc tu as parlé aussi du fait que maintenant tu n'habites plus Paris. Avant, tu étais parisienne, enfin, tu étais dans la ville. En fait, avant, j'ai une étape intermédiaire où j'habitais en région parisienne quand je suis rentrée en France, mais avant, j'habitais à l'étranger. J'ai grandi en région parisienne, mais j'avais pas cette envie d'y vivre.
D'accord. Du coup, dès que j'avais mon petit bagage, mon petit diplôme, j'étais prête à aller où j'avais envie et je me suis installée en Angleterre. Donc ça aussi, c'est ça, la première étape remontait même à avant, quand j'ai eu l'occasion entre ma licence et mon master de partir une année aussi à l'étranger. Donc c'était vraiment, j'avais besoin d'aller voir autre chose et c'était hyper, enfin, comme tout le monde le sait, tous ceux qui le font le disent, se changer de pays pour changer de culture et ça apporte énormément de choses et énormément de souplesse mentale parce qu'on est confronté à des gens qui fonctionnent différemment de façon culturelle et du coup on est plus. Enfin moi ça m'a donné de l'ouverture d'esprit. D'accord. Finalement. Donc souplesse dans le corps, souplesse dans l'esprit. Voilà. Voilà. Donc on va parler donc du coup aujourd'hui du yoga, comme je l'ai déjà mentionné. D'abord, avant tout, on sait, beaucoup de personnes savent en fait que le yoga est une pratique physique et je pense que c'est comme ça que la plupart des personnes découvrent aujourd'hui le yoga comme des alternatives du sport ou des choses, mais des choses qui en gros font bouger le corps. Mais au-delà de ça, on sait que le yoga en fait a beaucoup plus et beaucoup plus que cette pratique physique. Oui. Et il y a toute une philosophie derrière le yoga. Donc si on parle justement de cette philosophie, qu'est-ce que la philosophie du yoga nous apprend sur le changement? Je ne sais pas si je vais commencer par répondre par exactement à ça et si ça va rebondir dans un deuxième temps. Mais à mon sens, ça nous apprend. C'était un concept que j'avais eu du mal à comprendre avant, mais que tout est changement. Ça va être la phrase la plus simple pour répondre à la question de manière directe. Tout est changement et que rien n'est stable, rien n'est statique. Sauf peut-être la conscience qu'on essaie de travailler, qu'on peut appeler de différentes façons, comme le témoin intérieur ou peut-être notre âme, notre esprit. Et c'est ça qui reste là à observer tout ce qui se déroule autour. Donc, moi, c'est comme ça que je vois l'apport du yoga par rapport à notre flexibilité ou rigidité à s'adapter au monde. C'est que j'ai compris que ça bougerait toujours en dehors et donc la stabilité, il fallait la chercher à l'intérieur finalement. Et même moi, je change, mes idées changent, mes besoins changent. Donc c'est au-delà de uniquement mon corps mais mon mental, c'est vraiment une petite partie au-dessus, une petite lumière, une petite conscience qui me donne la capacité à observer tout ce qui bouge. Oui, d'ailleurs, c'était une phrase de Bouddha, rien n'est constant sauf le changement. Oui, voilà, très bien résumé. Et donc, du coup, pour les personnes qui pratiquent le yoga, quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour accepter, enfin, quand on parle de yoga, je parle donc, du coup, maintenant de posture et ce qu'on appelle les asanas, pour accepter et faire face aux périodes de changement pour les personnes qui sont en train de changer, soit parce qu'ils le souhaitent, soit parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. Ouais. Alors, dans beaucoup de cours donc de posture, de méditation, de respiration, de cours de yoga, on va être amené à démarrer avec un moment pour se centrer. Et ce moment-là, il est magique parce que à chaque fois qu'on arrive sur notre tapis, si on a décidé qu'on allait au cours tous les mardis à 17h, ça a beau être tous les mardis à 17h, c'est jamais pareil. Il y a des jours où on va arriver fatigué, des jours où on arrive stressé, des jours où on arrive... on est là, mais on n'entend même pas la prof parce qu'on est tellement absent qu'elle nous parle, mais finalement, la conscience dont je parlais, elle est partie faire autre chose. Le mental est parti faire autre chose. Et du coup, le fait de pratiquer régulièrement, moi, ça m'a donné la capacité à m'observer à l'instant où je décide de m'observer et surtout de retirer le jugement. Donc, c'est de changer mes phrases mentales au lieu d'être sur mon tapis, de me dire oh là là, qu'est-ce que je suis fatiguée aujourd'hui, oh là là, c'est juste ok, mon corps est fatigué. Et la façon dont je vais le formuler, c'est aussi différent. J'essaye de plus trop m'identifier à cette fatigue. Je ne me dis pas je suis fatiguée, il n'y a que la fatigue, c'est mon corps est fatigué. Des fois, c'est une fatigue mentale. J'ai été amenée à beaucoup réfléchir pour, ce n'est pas encore le cas, mais écrire un livre, qui sait. Eh ben, je me rendrai compte que j'ai pas une fatigue corporelle, mais une fatigue mentale. Donc, c'est avoir une capacité d'observation qui permet de se détacher de ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est vraiment, ça c'est fondamental, la capacité à observer sans se juger. D'accord. Donc, en fait, même si on est dans une période un peu de turbulence, le yoga va nous aider à nous recentrer et à nous focaliser sur notre état
À l'état Ouais, présent, c'est ça? à l'accepter. C'est d'abord, je l'observe, donc je sais dans quel état je suis parce qu'il y a aussi, il peut y avoir un tel écart entre. Des fois, c'est un peu comme si la conscience de soi-même, elle est tellement loin qu'on ne se rend même pas compte qu'on est agité ou qu'on est fatigué, qu'on est épuisé. Donc, je vis un changement, je le vis pas forcément bien ou bien, mais je m'en rends pas compte en fait que je suis en train de le vivre. Donc c'est revenir à moi, comme tu viens de dire, me recentrer, m'observer, ne pas me juger, accepter moi-même sans me comparer avec le moi. Si je reprends l'exemple, j'y vais tous les mardis à 17h. Bah, mardi dernier, c'était différent. Bah oui, j'ai eu un autre week-end, j'ai eu une autre semaine. Donc, j'essaie de ne pas me comparer non plus avec le moi de la dernière pratique de yoga. Donc, ça nous aide à traverser le changement parce qu'on remarque qu'on est tout le temps différent et que de toute façon, c'est comme ça en fait. On fait avec, on l'accepte plutôt que lutter contre le changement. On se dit, bon, bah, je suis dans cet état, qu'est-ce que j'en fais? Plutôt D'accord. que je suis dans cet état, j'ai pas envie d'être dans cet état, je vais me pousser à ma limite pour continuer à avancer. C'est plus, bon, ok, qu'est-ce que je fais avec le corps que j'ai amené aujourd'hui, l'état mental, l'humeur que j'ai amené aujourd'hui sur mon tapis. Oui, et puis c'est vrai que même enfin, si on est déjà dans une période instable, c'est pas logique du coup de se pousser encore plus loin, enfin Ouais, non. d'aller. C'est vrai que. Mais ça arrive, ça arrive. C'est comme ça qu'on arrive à la dépression et au burn-out, hein. On continue toujours, on arrête. Je crois que, enfin, en tout cas, étant quelque chose que j'ai vécu, j'ai arrêté de me poser la question de comment ça va et j'ai mon objectif et je continue, je continue. Et puis, au lieu de modifier, de prendre d'autres directions, d'autres décisions ou de me reposer, c'était je continue, j'y vais, j'y vais. Et puis, en fait, on n'arrive pas au bout parce que je m'étais épuisée avant. Donc, ça arrive, en fait, si on ne prend pas ce temps de s'observer, de s'aimer sans se juger, sans se comparer, et ben ça nous passe entre les doigts, quoi. Oui, c'est vrai que c'est lié aussi à la culture de la surperformance aujourd'hui où il faut toujours aller plus loin, toujours être résilient à tout ce qui se passe et voilà, et rester stoïque quoi qu'il arrive, alors que le yoga finalement ça nous apprend, enfin en tout cas moi c'est ce que ça m'a apporté à me dire bah non, aujourd'hui il n'y a pas de compétition en fait, c'est comme ça et je l'accepte et ça va créer parfois des petites choses à l'intérieur et je Ouais. sais pas si c'est toi, si c'est ton avis. Oui, c'est ça. Tu acceptes ce qui est, en fait. Donc, tu sais que c'est changeant et que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans cet état que ce sera pareil demain ou après-demain. C'est pas une fatalité. Donc, ça nous aide à traverser le changement parce qu'on se rend compte que ça va changer, en fait. Ça aussi, ça va passer, en fait. Ce gros problème, ben, il va passer. Cette grosse fatigue, elle va passer. Comme tout le changement, ça va passer Ça aussi. va passer. Pourquoi une personne qui traverse une période d'instabilité, concrètement, pourrait-elle bénéficier du yoga? Ouais. Concrètement, comme on cherche à recréer ce lien avec soi-même, on est dans cette volonté de se reconnecter à ce qui est essentiel. Et en fait, ce qui est essentiel je vais parler à la première personne, mais enfin, ce qui est essentiel dans ma vie de Marie-Salomé, ben, c'est Marie-Salomé. Ce qui est essentiel dans la vie de Laura, c'est Laura finalement. Ce qu'il faut, être son meilleur ami et comme ça, ce lien, il reste fort. Et malgré les turbulences, malgré les contrariétés qu'on peut rencontrer, on peut toujours s'encourager soi-même et s'aimer soi-même. C'est ce que je disais. Essaye de pas être dans la lutte, essaye de pas te juger, mais essaye de t'aimer et de faire avec ce que tu as. Quand on vit, enfin de toute façon, quand on vit, en fait, on vit tout le temps du changement, mais quand on vit du changement, disons, imaginons, je sais pas, je change de travail, je change de pays, ou bon, c'est déjà bien, c'est déjà un gros changement. On peut douter, se remettre en question, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Les repères vont changer. Si on a changé de travail, on aura un nouveau trajet, des nouveaux collègues. Si on a changé de pays, bah alors là, c'est encore pire. On a tout changé. Et tout ça, ça crée un environnement qui peut être déstabilisant. Et le fait de pratiquer, d'avoir recréé ce lien, de se souvenir que le plus important, c'est de prendre soin de soi, moi, ça m'a amené à accepter que si j'étais de mauvaise humeur, si j'étais très joyeuse, très triste, et ben, c'est pareil, ça change en fait. Donc je suis plus douce avec moi-même parce que les jours où ça va pas, et ben, bon bah, je me dis bah c'est comme ça aujourd'hui et demain sera différent. Je m'en rends compte parce que
là, pour faire vraiment le lien avec les postures, je crois que tous ceux qui pratiquent une séquence identique de semaine en semaine, tu as exactement les mêmes postures dans le même ordre, rythmé pareil, c'est jamais pareil. Il y a un jour, les jambes vont tirer plus, un jour, on va pouvoir aller plus loin, la semaine prochaine, on n'a pas d'équilibre, on est complètement absent à penser à autre chose. Donc, on remarque que même si moi, ça m'a aidé à comprendre que du coup, que je suis plus douce avec moi-même parce que en faisant toujours la même chose, j'ai pas le même résultat. Du coup, je comprends que moi, j'évolue dans un monde qui évolue. Je suis un changement dans un monde en changement. Donc, pour que tout soit sur la même longueur d'onde, il y a des jours, c'est OK. J'accepte que je me sens décalée par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce que tu fais quand tu construis. Enfin, j'ai remarqué que quand tu construis des cours de yoga, souvent, donc, du coup, tu vas prendre une thématique sur plusieurs semaines. C'est ça quand tu accompagnes tes élèves. Et donc, du coup, tu vas les guider pour petit à petit. On ne va pas faire la même séquence toutes les semaines, mais on va aborder plus ou moins la même chose et on va voir, du coup, ce changement. Oui, c'est tout à fait correct, effectivement. Pour moi, c'est important que vous, en tant qu'élève, vous voyez vos propres différences et progrès. Et parfois, ça va être même... ouais, c'est ce que je disais. Il y a un jour, on va se pencher en avant, on va tout de suite toucher par terre. On a l'arrière des jambes déliées. La semaine d'après, on a été faire 30 km de vélo pendant le week-end. On va avoir les jambes raides. Et puis, donc oui, l'idée, c'est d'avoir une structure, une sorte de squelette avec 4 ou 5 postures dans le cours qui vont être là sur la thématique pour travailler l'ouverture de hanche, pour travailler l'ouverture du thorax, pour travailler l'équilibre, pour travailler la concentration, peu importe. Et que en les refaisant semaine après semaine, on voit qu'on n'est pas dans le même état. Donc c'est accepter que c'est différent. Et que ça peut évoluer en bien parfois, et parfois on a l'impression d'avoir régressé. Mais en fait, c'est pas vrai. Et c'est là où il y a la douceur. Ouais, accepter, s'accepter, s'aimer tel que l'on est. Mince, j'y arrivais la semaine dernière, j'y arrive plus, faut pas s'en vouloir. Du coup, aurais-tu une recommandation d'exercice au quotidien qu'on peut faire pour se sentir plus stable ou plus ancré? Oui, il y a des choses qui sont ultra évidentes, comme le truc de base, le truc le plus simple, c'est de respirer profondément. Et là, l'exercice, ce serait de contrôler sa respiration. Peut-être prendre un chronomètre et de dire je me mets 2 minutes, 5 minutes. Ça n'a pas besoin d'être long. Parce que rien que des fois, dans ce temps-là, on décroche de l'exercice. Et pendant ce temps qu'on s'est donné, de commencer à allonger l'inspiration et l'expiration pour les égaliser. Et si on se sent à l'aise avec garder les poumons pleins ou les poumons vides, je trouve qu'un exercice qui permet vraiment de stopper le mental de manière assez rapide, ça va être d'inspirer, de garder ses poumons pleins, d'expirer et de garder ses poumons vides. Et de faire la même durée. J'inspire pendant 4 secondes, je garde les poumons pleins 4 secondes, j'expire pendant 4 et je reste poumons vides pendant 4. Et dans ces moments à plein, à vide, il y a une sorte de suspension aussi du mental. Donc c'est ça, quand on est très éparpillé, se forcer à respirer sur un rythme précis pendant un temps donné et en plus de mettre des rétentions, tout de suite, si on reste éparpillé dans les ruminations, on décroche de l'exercice. D'accord. Et ça, on peut le faire le matin, le midi, le soir. Ouais. Là, il n'y aura pas... ça peut être n'importe quand. Il y a effectivement des techniques de respiration qu'on va privilégier le matin ou le soir, mais celle-là, comme elle est équilibrée au niveau de l'inspiration et des rétentions, elle ne va pas amener plus d'énergie ou fatiguer ou détendre, elle va rester équilibrée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut faire partout. Donc, si on est dans les transports... Et oui, personne ne va savoir. En réunion. C'est ça. Mais ouais, non, partout, sauf en conduisant. Oui, bien sûr. Ouais. Peut-être. Ouais, non, ouais. Si vous avez besoin d'être concentré sur un truc précis, c'est sûr que quand on fait des trous à la perceuse ou du bricolage, non, vaut mieux bricoler et respirer un autre moment.
Il y a d'autres exercices qui peuvent être utiles. J'aime beaucoup la respiration parce que déjà, comme on vient de le dire, on peut le faire partout. Notre nez, on l'a partout. Et un autre exercice qui est très utile et qui s'appelle les mantras. Et mantra, c'est composé, c'est un mot en sanskrit, mais qui est composé de 2 sous-mots, mantra. Dans cette notion de vouloir canaliser, contrôler le mental. Manas, c'est le mental. Donc, remplacer le contenu des pensées par une autre pensée qu'on a choisie, ça va aussi nous aider à nous centrer. Les mantras, le plus connu finalement, enfin j'allais dire le son Om, ça reste un mantra. On pourrait répéter Om en boucle dans sa tête. On pourrait répéter un autre qui est très simple et très connu, c'est So Ham, qu'on vient lier à la respiration. Je vais expliquer ça. Donc là, on est sur 2 syllabes. Leur sens, leur traduction la plus littérale, ce serait je suis. So, ce serait à penser pendant qu'on inspire. Et ham, à penser pendant qu'on expire. Donc on vient contrôler son souffle, j'inspire, et son mental en pensant so. Et après, je contrôle mon expire et mon mental en pensant ham. Donc là, on a les deux. Je respire et je pense à un truc précis. Et c'est pareil, il peut arriver que des fois on garde la respiration et on ait les pensées qui reviennent, ou alors on a gardé le mantra mais on oublie de respirer. Donc les deux sont très, très efficaces. Personnellement, j'ai une préférence pour juste respirer, parce que parfois je trouve que quand on a le mental très agité, penser quelque chose en plus, pour moi, ça l'agite encore un peu plus. Ouais, donc j'essaie de ne pas y rajouter les mots, j'essaie de les laisser s'en aller. Mais bon, si on est très, je pense que, je sais pas, peut-être pour quelqu'un d'extrêmement cérébral, ça va être mieux d'utiliser quelque chose, mieux de canaliser son mental avec le mantra en plus de la respiration. D'accord. Et le mantra, on le répète, enfin pas comme ça, on le répète sans savoir un peu ce qu'on dit, mais plutôt avec l'intention. Donc derrière ce mantra, c'est ça. Je dis pour des personnes qui ne seraient pas du tout. Ouais, pas besoin de s'attacher à sa signification. Après, si on veut occidentaliser un petit peu plus cette pratique, ça peut être une affirmation positive. Au lieu d'utiliser... si on est gêné avec l'idée d'utiliser des mots en sanskrit, on peut... ce ne sera pas le même impact, parce qu'il y a une vibration et il y a une énergie derrière les mots sanskrits. Mais bon, si on dit « Ah non, j'aime pas trop ça », ça peut être une phrase, ça peut être une courte phrase dans votre langue maternelle que vous calez à un rythme particulier avec la respiration. Tout à fait. Donc pour commencer, si vous vous sentez à l'aise, plutôt affirmation et puis petit à petit, on va bouger vers un mantra. Voilà, tout à fait. Bien résumé. On parlait aussi dans ton cours récemment, la thématique c'était autour donc, du coup de Ganesh. Oui, c'est vrai. Le changement, voilà. En plus, on est en plein changement de période. Enfin, on a changé récemment, de l'été à l'automne. Et on parlait aussi, enfin, tu nous as montré un exercice qui était un mudra. Alors, pour ceux qui, du coup, ont que la partie audio, je mettrai des petites notes pour qu'ils voient l'image de ce voilà, mudra. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, du coup, voilà, ouais, très bien. le geste Oui, le geste, c'est de venir crocheter ses doigts. Ensuite, du coup, il y a mes coudes qui dépassent, mais on a forcément les coudes écartés. On écarte les coudes. On a les mains au niveau du sternum. Donc, elles ne sont pas devant le visage, elles ne sont pas devant le ventre, elles sont vraiment devant le sternum. Et au cas où on ne sait pas où est le sternum, parce que ça arrive, c'est l'os qui est plat ici devant. Du coup, je viens de taper sur le micro, mais l'os plat du thorax. Quand on écarte les coudes et qu'on relâche ses épaules, on va avoir une ouverture au niveau du thorax, au niveau du sternum. On dit de ce mudra qu'il dissipe les peurs et apaise les tensions et qui favorise l'enthousiasme et la persévérance. Quand on vit un changement, ça peut nous crisper et on peut avoir des peurs. Donc c'est intéressant, ce geste, on vient de dire, il dissipe les peurs et apaise les tensions. Et on peut aussi se sentir découragé. Ça dépend du changement, changer de métier, changer de ville, déménager, etc. C'est intéressant de pouvoir rester motivé et continuer à avancer sur le chemin qu'on a choisi. Donc persévérer en fait.
Je vois peut-être pas encore le bout du truc. Je me dis mince, je doute, j'aurais peut-être pas dû. Bah, pensez au mudra de Ganesh, persévérance. Persévérance. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait du coup ces 2 dernières semaines depuis que tu nous as montré le mudra et ça marche vraiment. Enfin, on se sent tout de suite beaucoup plus calme et beaucoup plus fort aussi. Beaucoup On plus sent fort, qu'on ouais. est, voilà, on sent qu'on est capable. Donc, C'est ça. ouais. C'est fou. Enfin, moi, je le ressens aussi un peu comme si je pouvais exploser de l'intérieur et Mm. ça jaillit de ouais, je suis motivée, je peux arriver à tout faire. Ça me donne aussi cette impression de sortir de moi et enfin, c'est moi qui sors de moi, quoi. C'est la joie, c'est je peux tout Mm. faire. Mm. Donc, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça donne cette impulsion. Et en plus, tu nous as parlé donc du coup de Ganesh. Je ne sais pas si tu as vu, mais le logo du coup du podcast, c'est un petit éléphant. Ok. Donc le Moi, podcast j'avais pas s'appelle vu. Histoire de changer. C'est un petit éléphant et donc du coup le petit éléphant qui rappelle donc Ganesh, cette déité indienne. Déité, Ouais, ouais, c'est ça, oui. divinité. Divinité, voilà. Ouais. Tu veux que j'en parle ou Ouais, pas je veux plus? bien. Ouais. Je veux bien. Alors, qu'est-ce que Si je vais tu vous veux. raconter? Ouais, Ganesh, il est très présent dans la culture des Indiens, enfin hindouistes. Il est souvent vénéré justement pour aller nous accompagner dans les périodes de changement, démarrer un projet, continuer sur le projet, aller jusqu'au bout des choses. Pour replacer grossièrement qui il est, c'est le fils de Parvati et dans un deuxième temps de Shiva. Je dis dans un deuxième temps parce que l'idée, Parvati, donc sa mère, elle voulait avoir un enfant et Shiva était un petit peu trop occupée à méditer. Du coup, elle a décidé, Parvati, de le fabriquer toute seule avec une pâte de curcuma et elle lui a insufflé une âme. La petite histoire raconte que elle lui a demandé de garder la porte de sa salle de bain pendant qu'elle allait, je sais pas moi, je vais pas dire prendre un bain parce qu'il y avait peut-être pas de baignoire à l'époque, mais elle lui a demandé de faire le gardien de sa porte de salle de bain. Et Shiva rentre et veut rejoindre sa femme. Et lui, il connaît pas en fait Shiva parce que c'est pas son père, il a pas de père, c'est Parvati qui l'a façonné et qui lui a insufflé une âme. Du coup, Shiva, il soulève son trident et il lui tranche la tête parce qu'à la base, il avait une tête d'humain. Et Ganesh, ok. voilà. Et du coup, pour réparer son erreur, il demande à ses disciples, Shiva, d'aller lui chercher la tête du premier animal qu'ils croiseront. Et comme ce fut un éléphant, il a recollé une tête d'éléphant sur ce corps d'homme. Et en redonnant la vie à Ganesh, il est devenu le père de Ganesh. Voilà sa petite histoire. Et c'est fort de beaucoup de symboles parce que comme il a été créé et la première mission qu'elle lui a donnée Parvati, c'était tout simplement, et finalement ça lui a coupé la tête, mais de garder sa porte. Pauvre. Ben oui, le pauvre, ouais. On dit de lui qu'il est gardien des portes et moi je me disais mais gardien des portes ça veut dire quoi gardien des portes et en fait quand je fais le parallèle avec pour moi ce qui est une porte ça sépare une pièce d'une autre pièce et donc il y a un changement, je quitte ma salle de bain pour rentrer dans mon couloir, je vais dans ma chambre, je sors de chez moi et donc passer une porte c'est un moment de changement tout simplement. Donc il est là voilà, c'est ça, c'est le symbole gardien des portes, gardien d'un moment de changement. C'est vrai, et c'est vrai que quand on pense à Ganesh, du coup, comme il a sa tête d'éléphant, enfin, il est stable, c'est un petit bonhomme, enfin, sympathique, du coup, qui nous rend Ouais, le changement assez agréable, entre ouais, guillemets, je parce suis que c'est pas d'accord. toujours agréable, mais Ouais, plus doux, plus joyeux. c'est ça, c'est ça. Parce que même lui, il a dû traverser un gros changement déjà, Ah oui, changer de tête. c'est vrai, c'est vrai. Mais merci beaucoup pour la petite histoire. J'adore, moi, les histoires, c'est toujours. Je trouve qu'avec les images, on peut plus facilement retenir des choses. Donc, Ouais, pour ceux qui nous voient ou nous écoutent, bah, pensez à Ganesh. Il est toujours là quand vous êtes en train de traverser une période de changement. exactement. On va revenir sur toi. Je voudrais savoir, donc du coup, dans le futur, est-ce que toi, tu prévois des changements à venir? Est-ce que tu voudrais partager des futurs projets dans ta vie? Oui, je peux vous dire ça. Alors,
Probablement que les plus gros changements, je les ai pas prévus, parce que c'est souvent comme ça. Néanmoins, il y en a que je mets en œuvre et la chose la plus concrète pour moi en ce moment, comme tu le sais, c'est que j'ai décidé de démarrer une formation de coach. Derrière le mot coach, on met beaucoup de choses. Et je vais dire coach en développement personnel, même si finalement tous les coachs développent la personnalité de la personne avec qui ils travaillent. Hein. Donc, mais bon, c'est pour bien comprendre quel type d'école c'est. C'est voilà, coach en développement personnel, travailler avec des personnes pour les aider à retrouver, à comprendre leur objectif et à mettre en place les actions nécessaires petit pas par petit pas pour aller vers ce qu'ils ont envie au fond d'eux-mêmes tout en respectant leurs valeurs et que du coup ça devienne évident de faire les choses. En fait, c'est ça. Enfin, je viens de terminer mon premier module et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est quand on travaille avec une personne pour essayer de comprendre quel objectif il ou elle a envie de mettre en place, par le biais d'un échange, d'un questionnement assez structuré finalement, on essaie de retomber sur mais qu'est-ce qui à l'intérieur de toi te pousse et te motive à faire ça. C'est pas et c'est là où il y aura une grosse différence et on se trompe parfois. Enfin, moi j'ai commencé des études scientifiques en biotechnologie parce qu'en fait mes parents voulaient que j'aille dans cette voie-là. Mais si j'avais à l'époque peut-être été accompagnée, j'avais probablement un manque de maturité aussi, mais à comprendre quel était le vrai truc profond, la valeur qui me faisait avancer dans la vie, je me serais probablement pas tournée vers des métiers. J'ai jamais fini ma formation d'ingénieur du coup. Je me serais pas tournée vers un métier, je sais même pas comment on peut dire, de ce type-là, hein, parce que il y a mes chiens qui font le bazar. Parce que finalement, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais ce qui était intéressant pour moi, c'était de pouvoir aider les autres. Et donc voilà, le coach va aider à retrouver la valeur, le truc profond qui est ton moteur. Et une fois que tu as pris conscience de ça, tu peux plus faire autrement que d'accomplir ton objectif. Parce qu'en fait, c'est toi. C'est toi c'est vraiment j'allais dire la lumière intérieure qui veut absolument atteindre ça. Et du coup, c'est plus possible de faire autrement. Mais des fois, souvent, on le voit plus. On n'a plus conscience, c'est caché sous des préoccupations, sous des doutes. Et du coup, on déroge de notre plan initial. Et aussi, quand on met le doigt sur la valeur, on peut aussi se rendre compte que ce qu'on avait prévu, en fait, c'est pas ce qu'on veut faire. Et dans ces cas-là, ça devient OK de pas le faire. Au lieu de s'en vouloir, on se dit, en fait, j'ai pas envie. Du coup, je le fais pas. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà, l'idée, mon plus gros changement, c'est de pouvoir avoir ces outils pour accompagner un développement. Et là, on est plus sur quelque chose de... C'est marrant parce qu'on est plus sur quelque chose de mental, en fait, et d'intellectuel. Alors que par le yoga, je voulais m'en sortir complètement. Je voulais atterrir dans le corps et dans le ressenti. Et finalement, même si je l'ai toujours su et dit au travers du yoga, le mental, le corps et l'esprit sont liés. Et j'avais tendance à mettre un petit peu le mental de côté. Donc ça te manquait, je pense que tu as envie de revenir. Ouais, pour pouvoir faire une transformation profonde, il faut avoir les deux. Et ça dure combien cette formation? Ça va durer 5 mois. Ok, donc dans 5 mois, on pourra te retrouver en tant que coach. En tant que coach. En développement personnel. Exactement. Super, bon bravo, j'espère que ça va bien se passer. Enfin non, je suis sûre que ça va bien se passer. Oui. Ouais, ça va faire bouger des trucs pour moi aussi. Donc je vais vivre un changement. Je vais probablement mettre le doigt sur des trucs très profonds aussi. C'est très intéressant et courageux. Donc merci Ganesh de m'aider à aller fouiller à l'intérieur de mes valeurs. Alors maintenant, je vais te poser donc, une dernière question. C'est la question que je voudrais poser à tous mes invités. C'est une question un peu... Enfin, il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, c'est vraiment très personnel et ça peut être vraiment des réponses loufoques ou pas. Si tu avais une baguette magique qui te donnait le pouvoir de changer une chose dans ce monde, n'importe laquelle, quelle serait-elle? Ouais. Alors, tu vois, j'y ai pas mal réfléchi. Et je me suis dit, si j'avais une baguette magique, ce que j'aimerais changer, en fait, j'aimerais retirer quelque chose. J'aimerais retirer la critique, que ça n'existe plus, qu'on ne puisse pas se critiquer soi-même ou critiquer les autres. Donc la critique, le jugement, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qui n'existe plus pour pouvoir rester dans la tolérance et dans l'amour. Ce serait tellement plus facile.
en fait. Si tout le monde était capable de, ouais, au lieu de critiquer, de juger l'autre, de juste l'aimer, je pense que on aurait des problèmes en moins. Oui, ça c'est sûr. Ah, c'est beau. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'est quelque Bon, chose que j'aimerais bien changer aussi, c'est vrai. ouais. Mais merci, et merci pour cette question parce que il y a beaucoup de choses. J'ai dû choisir, tu vois. Qu'est-ce que je voudrais changer? Merci beaucoup, Marie-Salomé, pour ton temps. Et donc, on va te retrouver, donc, du coup, bien évidemment, dans les Yvelines, donc plutôt. Non, c'est ça. Attends, le Ouais, dans les nord. Yvelines, plutôt Ouest, à l'ouest de Paris. plutôt au nord-ouest de Paris. Mais tu as aussi, comme je l'ai dit à l'intro, donc tu organises des retraites de Oui, yoga et des ateliers pour ceux qui souhaitent te rencontrer. Ils peuvent te contacter aussi également sur Instagram, Facebook ou sur ton site Yoga tout à fait. Yoma. Je Yoga Yoma. mettrai tout un lien de toute façon, un lien sur les notes de la vidéo ou du podcast. Et voilà, bah, écoute, merci énormément. Et Voilà, merci pour tout ce c'était que tu m'as très donné pendant agréable. ces périodes de changement. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le partage de mes lectures, des expériences personnelles et des interviews vous plairont et vous aideront si vous êtes comme moi, en train de vivre un changement dans votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur YouTube, Facebook, Instagram @hdc.podcast, m'envoyer un mail à l'adresse hdc.podcast@gmail.com, hdc comme histoire de changer, ou bien vous pouvez partager votre histoire sur les commentaires iTunes que je lirai sur les prochains épisodes. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.